Sachez que vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Espace Miné sur Info TV tous les matins entre 10h et 11h52. Nous sommes mardi, c'est mardi entrepreneuriat. Nous avons choisi un autre pan de l'entrepreneuriat. Ce jour, nous parlons de l'entrepreneuriat social. Avez-vous l'impression que nous avons des innovations pour le cas du Cameroun? Je vais d'abord passer la parole à notre expert en la matière. Question d'être au même niveau de compréhension. C'est quoi d'abord l'entrepreneuriat social? Merci beaucoup pour ce thème surtout qui a été validé. Alors l'entrepreneuriat social se distingue de l'entrepreneuriat traditionnel parce que lui, il se consacre beaucoup plus, il ne se consacre pas seulement sur la recherche du bénéfice, donc l'argent. Il se concentre aussi à résoudre des problèmes précis de la société. Donc, il est question aujourd'hui d'édifier la population, à savoir qu'il existe aussi un entrepreneuriat dans ce secteur-là. Ce n'est pas uniquement sur des fins économiques qu'on fait de l'entrepreneuriat. On fait aussi de l'entrepreneuriat pour résoudre certains problèmes de la société sans forcément attendre en retour de l'argent. C'est-à-dire, en termes plus simples, vous décidez d'entreprendre, pas forcément parce que vous voulez faire d'énormes gains, de gros bénéfices, mais parce que vous voulez résoudre un problème qui se pose au niveau de votre société. Est-ce qu'on pourrait prendre quelques exemples d'entrepreneuriat social dans un pays? Le cas du Cameroun peut nous intéresser. Oui, bon, par exemple, il y a des secteurs d'activité tels que l'éducation. Oui. On a l'entreprise sociale éducation pour tous, qui construit justement des écoles et forme des enseignants dans les régions éloignées pour reculer, améliorant l'accès et la qualité de l'éducation pour les enfants défavorisés. Dans le domaine de la santé, on a le Omboa Car, qui fournit des soins de santé abordables aux populations démunies, à des travers un modèle innovant de santé, donc ils ont des techniques de modèles de santé innovants. Et on a même du côté de l'environnement, on a Vers Demain qui collecte et recycle les déchets plastiques dans les villes tout en formant et employant des personnes en situation de précarité. Donc il y a plusieurs domaines d'activité où justement... Maintenant, à l'opposé, quand tu ouvres un snack où les jeunes filles de 15 ans viennent danser nues et où elles sont copieusement labourées devant tout le monde, on ne peut pas dire que tu fais dans l'entrepreneuriat social. Non, non, non. Je dis très bien, il y a l'entrepreneuriat traditionnel qui a simplement pour but de gagner de l'argent. Et il y a l'entrepreneuriat social qui a d'abord pour but de résoudre un problème de la société et de ne pas forcément s'attendre à recevoir de l'argent. Donc c'est un type d'entrepreneuriat qui mise sur un impact social. Ils veulent impacter positivement la société. Très bien. Vous gardez le microphone. Nous évoluons au niveau de cette pédagogie. Pour le cas donc justement du Cameroun, avez-vous l'impression que cet entrepreneuriat à caractère social gagne du terrain, ou alors il faut tout simplement se poser des questions? Non, il ne gagne pas du terrain parce que quand on parle d'entrepreneuriat social ici, on parle beaucoup plus des associations, on parle beaucoup plus des fondations, on parle des ONG, et je vous assure, c'est pas évident au Cameroun d'avoir une ONG, quoique au niveau du ministère en charge, on le dit, dès que ton association a un minimum 3 ans d'existence, avec un rapport d'activité, c'est évident, ce n'est pas évident. Donc du coup, même pour pouvoir aider les gens, ce n'est pas chose facile, même du côté des associations. Pour créer une association au niveau de la préfecture, ce n'est pas évident. On ne va pas t'apprendre comment rédiger les statuts, on ne va pas t'apprendre comment rédiger un procès verbal, mais on va refouler la validation de ton association et tu risquerais d'être obligé de confier le dossier de rédaction et autres auprès des personnes internes de la préfecture pour espérer avoir la légalisation de son association. Pourtant, l'objectif est d'aider les gens. Donc, ce n'est pas facile pour ceux qui veulent aider d'avoir les agréments ou les éléments nécessaires pour pouvoir le faire. Et quand bien même certains veulent le faire,
ils le font juste parce que les bailleurs de fonds s'intéressent aux personnes qui sont dans l'entrepreneuriat social et subventionnent certains projets. Après, on donne 2 sacs de riz, on fait des photos, on fait des vidéos. Pourtant, c'est des centaines de mille ou des millions qui sont ancrés. Donc, du coup, je pense que déjà l'entrepreneuriat traditionnel n'étant pas encore réellement installé, les gens n'ont pas encore suffisamment de sous pour pouvoir eux-mêmes vivre. Du coup, c'est difficile pour un aveugle de montrer la route à un autre aveugle. Très bien. Donc, l'entrepreneuriat social reste encore un mystère au Cameroun. Et même ceux qui sont censés le faire. Moi, j'encourage peut-être l'expertise d'une demoiselle comme Indira, qui, sur sa page, on voit très bien qu'elle mène aussi des actions dans le sens de l'entrepreneuriat social, du domaine de la santé. Indira, en fait, oui, ouais, on en a vu quelques postes. Indira, de manière naturelle, elle a des moyens. Je ne dis pas que on ne doit pas encourager ce qu'elle fait. Nous encourageons déjà ce qu'elle fait. Oui. La petite Indira, je l'appelle toujours petite, hein, parce que moi je l'ai vue naître. On l'a soutenue, je pense qu'elle avait à peine 6 ou 7 ans lorsqu'elle commençait à chanter. Elle mène ses actions, c'est bien beau, mais elle a quand même une chance naturelle. Hein. Mais il n'y a que eux pour le faire. Quand on dit Bill Gates, on parle de la fondation Bill Gates. Quand on parle de notre mère, Maman Chantal Biya, on parle de la fondation Chantal Biya. Donc je crois que c'est des personnes qui ont de l'argent. Et encore que pour le côté social a aussi un impact même au niveau de la fiscalité de son activité. C'est-à-dire faire des rapports dans ton activité purement économique, que vous participez aussi aux activités de la société, aux activités sociales, vous donne aussi une bonne position ou une bonne image auprès du gouvernement qui vous habite. Mais sauf que ceux qui ont des moyens pour le faire ne s'intéressent pas. Et quand ils le font, ils partent prendre des grandes subventions, même à l'international ou à l'intérieur du Cameroun, mais pour des besoins de rapport, font juste un petit semblant. Et après, ils font des rapports, et c'est peut-être dans un journal quelque part ou la télévision qu'on apprend que le projet était à hauteur de milliards. Or, la population bénéficiaire de ce projet, par exemple, n'a pas réellement reçu. Du coup, je crois que... Donc, vous dénoncez une espèce de fémania qui existe également dans l'entrepreneuriat social. Exactement. Il porte le nom des pauvres. Il filme même des personnes démunies. Il récolte des données des personnes qui n'ont rien, des personnes nécessiteuses. Ils s'en vont auprès des bailleurs de fonds, auprès des organisations à l'international, peut-être même à l'interne, qui leur donnent de l'argent, et quand ils arrivent, ils viennent se moquer de cette population. Ils vont construire leur duplex. Des miettes, ils construisent leur duplex. Donc du coup, est-ce que la malédiction ne peut pas frapper ce genre de personnes? Il y a des personnes qui ont peur de la malédiction. Il y a d'autres qui vivent dans la malédiction. Donc je ne sais pas si ça va leur déranger. Merci Joseph Zambo pour ces décors qu'on venait de planter si brillamment. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, moi j'ai un souci. Oui. Si je m'en tiens à la définition de l'expert, l'entrepreneuriat social est justement là, pas forcément pour gagner d'abord de l'argent, mais pour résoudre un problème qui se pose au niveau de la société dans laquelle tu vis. Alors, prenons le secteur de l'éducation au Cameroun. Il y a plein d'établissements privés, il y a plein d'instituts universitaires privés, mais prenons le cas de la santé. Il y a pas mal de cliniques, centres hospitaliers privés, mais c'est de ce côté ce que ça coûte plus cher. Et il y a des établissements scolaires pour mettre votre enfant en classe 6e, premier cycle, on vous demande de débourser 500 000. Au second cycle, on vous parle il y a des 700 000. Au supérieur, une année, on vous dit que c'est 2 millions, alors que nous sommes là dans une affaire où un particulier avait crié, il me semble que c'est l'entrepreneuriat social. Oui. Je vous passe la parole. Vous savez que l'entrepreneuriat social, comme on le disait tout à l'heure, l'enjeu ici n'est pas la rentabilité économique, mais l'impact, disait l'expert tout à l'heure, l'impact social, l'externalité sur les populations qu'on va tirer de la réalisation d'un tel projet. C'est sensible. On parle d'éducation, vous savez que c'est un droit fondamental de la personne humaine, de même que la santé. Alors, nous sommes dans un monde totalement vendu au capitalisme,
Et on n'a pas une ingénierie subtile, voire imposée d'une certaine manière, conférer un mindset du profit à tout le monde. Parce que là, tout à l'heure, il relevait les dérives qu'on a même dans cet écosystème de l'économie, de l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que les gens s'en servent maintenant pour s'enrichir au détriment de la réalisation de l'impact social du projet. C'est la même chose avec l'éducation. On érige des barrières finalement à l'éducation, des barrières à l'acquisition de la vitalité, de la santé au travers d'une économie des surcoûts qu'on crée dans l'économie qui devrait être, ma foi, une économie sociale. Alors, vous avez maintenant des services d'éducation qui coûtent les yeux de la tête. Ah oui, hein. Ben, c'est à se demander, est-ce que cela réfléchisse véritablement à l'enjeu? On vous dit que lorsqu'on parle des objectifs de développement du millénaire, etc., ben, l'un des objectifs, c'est rendre accessible l'éducation à tous. Tout à fait. Et un pays qui se respecte ne peut pas se développer s'il ne forme pas sa matière grise. Il ira où? Il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Alors, vous voyez donc des gens qui renchérissent sur le coût de l'éducation, qui créent un système de surcoût avec des APE, ceci, cela, frais de ci, frais de ça au niveau de l'éducation, et vous vous dites, ben, il y a un problème. Et effectivement, il y a un problème. Vous le savez, ici, notamment au niveau du Cameroun, l'État a même dit qu'en réalité, des entreprises engagées plutôt dans l'écosystème conventionnel, c'est-à-dire que l'objectif ici, c'est de réaliser les profits au travers des investissements directs, des entreprises déjà installées, les autres multinationales, Orange, MTN, patati patata, elles ont un devoir social. Oui. L'État a exigé cela. Une obligation. Une obligation sociale. Mais est-ce que c'est véritablement impactant jusqu'ici? Quand on regarde le pays, aussi exsangue qu'il est, on se rend compte que, ben, quand ils réalisent leur super profit en nous vendant de l'airtime, en nous vendant... Vous savez un peu, on fait des super profits dans des secteurs pareils. On bide le pays de l'argent en réalisant des super profits, et puis il n'y a pas de retombées sociales. Il n'y en a pas assez. Ils font finalement ce que j'ai fini par appeler, moi, et pas moi, hein, je suis pas seul, du philanthro-capitalisme. Et c'est ce que il citait Bill Gates tout à l'heure. C'est ce qu'ils font. Les riches sont cyniques. C'est-à-dire que Bill Gates, j'ai lu un bon papier d'enquête il y a quelques années sur ses prétendues velléités philanthropiques par rapport à sa fondation. Il n'en est rien. C'est-à-dire que c'est juste une ingénierie subtile où on vous vend l'économie sociale, on vous vend la charité. Or, en réalité, il utilise ça comme passerelle pour continuer à faire du profit, pour qu'il s'enrichisse. Et ça, c'est en unité de milliards de dollars. Donc, il y a toute cette hypocrisie véritablement par un certain nombre d'imposteurs, finalement, qui se sont investis dans l'économie sociale. Au point où nous en sommes, bah, ça continue de piétiner. La mentalité camerounaise, celle que vous la voyez faire dans l'entrepreneuriat conventionnel, et ils viennent avec la même mentalité dans l'entrepreneuriat social. C'est-à-dire que ils savent qu'il y a beaucoup d'organisations internationales qui investissent, hein, les organisations internationales rattachées à l'ONU, etc., qui investissent beaucoup d'argent, notamment pour atteindre ces objectifs de développement dans les divers secteurs, dans les divers secteurs concernés par les objectifs en question. Ils rédigent sur le papier des très beaux projets, ils montent des associations, etc. Ils obtiennent des financements, ils prennent l'argent, ils s'enrichissent illicitement, ils ne redistribuent pas, ils ne réalisent pas le cahier des charges, et se mettent, comme vous savez, nous sommes le pays du faux, à faire de faux rapports. Et Zambolo disait tout à l'heure, ils font des faux rapports juste pour éviter que les bailleurs de fonds les mettent en prison. Et ils ont souvent dans le circuit la complicité aussi de quelques Camerounais qui vont dire oui, ça s'est fait, même comme ils savent que ça ne s'est pas fait. Ils se sont partagés l'argent. Ils se partagent l'argent. Et voilà, le contexte est celui de la corruption et tout va finalement à volo. Tout va finalement à volo. Pierre Blérion-Yemec, après avoir suivi notre expert en entrepreneuriat et maintenant la contribution de Alain Douc, que pensez-vous de l'entrepreneuriat social version camerounaise? Parfait, ici c'est l'État du Cameroun qui devrait donner le là de l'entrepreneuriat social. Il y a des secteurs qui sont qualifiés des secteurs sociaux prioritaires.
l'État n'a pas donné le bon exemple. Quand on vous parle du logement social, comment il se vit au Cameroun? Exactement. Commençons par là. Le logement est construit, on dit qu'il est le logement social. Tout à fait. Et qui sont ceux qui l'occupent? Quels sont les prix qui sont eh oui, monsieur. pratiqués? Pas pour te couper. Oui. Et c'est comme ça que j'ai recoupé à partir d'un article il y a 2 ans de Cameroun Tribune, le coût d'un appartement, le coût de revient d'un appartement dit social dans le Nord, monsieur. Tu te rends compte que le coût de revient, c'est à 56 millions. Mon ami, qui va habiter ça? Voilà. Donc, C'est le coût de... Ils ont même déjà acheté. Ils ont déjà acheté. Donc, comment on fait Parfait ici. Oui, Blaireau. Il faut encourager ceux qui veulent faire dans ces investissements. Je parle là du logement. Il y a l'école, il y a les hôpitaux, il y a un certain nombre de secteurs. Il y a même l'agriculture. L'environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui ont... Bon, au Cameroun, ailleurs, c'est des gens qui ont travaillé beaucoup d'argent. Mais au Cameroun, c'est des gens qui ont volé le bas peuple. C'est ça qui est la vérité. Les milliardaires camerounais ont volé le bas peuple. Même quand ils n'ont pas volé en général, ils ont volé. Qu'est-ce que vous faites de tous ces milliards? C'est vous qui devez réinvestir dans les secteurs sociaux de base, comme l'école. Quand un riche construit une école au Cameroun, vous voyez ce qu'il fait? Il met la pension. C'est une école élitiste. Il met la pension à 1 million. Donc, en fait, il fait totalement le contraire de ce qu'on attendrait de lui. Il ne devrait plus se faire de l'argent avec l'école en investissant dans le secteur éducatif. Il devrait y investir pour permettre aux pauvres. Et il doit même indiquer les classes sociales qui doivent venir là-bas. C'est-à-dire, c'est les nécessités, c'est les orphelins et autres qui doivent venir là-bas, avoir une éducation de qualité. Le but étant ici de relever notre société. Mais comme on est dans une perspective où il faut reproduire voilà, la polarisation des classes sociales, voilà. C'est-à-dire on est des riches aujourd'hui, il faut qu'on se rassure que nos enfants vont nous succéder. Nous sommes là chez Bourdieu. Voilà, on complexifie les règles. Et c'est pareil. Bon, vous avez une publicité ici sur la MAMU. Ça nous donne quand même l'impression que ce monsieur veut faire dans du social. Vous faites dans des investissements au niveau des sanitaires et les prix doivent être des prix sociaux. Mais quand vous allez dans les logements, les cliniques privées, vous vous rendez compte que c'est là-bas qu'on tue les gens en termes de prix. Donc, c'est l'État qui doit veiller à cela. Très bien. Et permettre que cela se passe parce qu'en fait, nous on a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont même peur d'investir. Soit on les menace de les mettre en prison. L'État doit créer les conditions pour que ces gens-là fassent recycler cet argent dans le social. Je repasse la parole à notre expert Joseph Zambo. Entrepreneuriat social, lorsque nous avons critiqué la manière visible de cet entrepreneuriat social au Cameroun, que pouvons-nous faire pour redorer quand même le blason de cet entrepreneuriat social? D'abord, que doit faire l'ordre gouvernant et maintenant, que doivent faire réellement les entrepreneurs eux-mêmes dans ce domaine? D'accord, bon déjà, il faut déjà définir ce que c'est que l'argent. Ah bon? Parce que... tu veux définir l'argent? Je dis ça pourquoi? Parce que l'argent, pour d'autres personnes, c'est le sommet. Du moment qu'on l'a, on a tout eu. Il y a des personnes qui sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est de l'argent. J'ai dit, il y a des personnes qui sont tellement pauvres que la seule chose qu'ils ont, c'est l'argent. C'est de l'argent. Et puis, il n'y a plus rien. Très belle figure de style. Hein? Voilà. Maintenant, l'argent n'est pas important. Il est très utile. Et ce n'est pas pareil entre l'importance et l'utilité. Quand l'argent est important, il est à la banque. Et quand il est utile, il roule. Et ici, nous demandons aux entrepreneurs, aux personnes qui ont beaucoup d'argent, de faire rouler l'argent. On dit au quartier que l'argent doit tourner. Il doit tourner. L'argent doit tourner. Et ils préfèrent que l'argent soit important pour eux, mais nous, on leur demande de faire en sorte que leur argent soit utile. Et il est utile pour eux et pour nous tous lorsqu'il tourne. Parce que ici, il faut savoir que l'entrepreneuriat social déjà ancre dans la diversification des modèles d'entreprise. Parce qu'ici, on n'aura pas que des entrepreneurs qui ont pour seul rôle de chercher de l'argent à tout prix. On aura aussi certaines personnes qui gagnent aussi leur vie, mais qui ont aussi un rôle de sauver des vies.
Parce qu'il faut comprendre que l'entrepreneuriat social et l'entrepreneuriat traditionnel, c'est un combat du blanc et du noir. L'entrepreneuriat traditionnel s'en fout de toutes les mesures barrières qui peuvent exister. Tant qu'eux, ils gagnent et amassent suffisamment d'argent, on s'en fout du reste. Capitalisme à outrance. À outrance, c'est ça. Un entrepreneur traditionnel s'en fout de si ça détruit la couche d'ozone, si il y aura beaucoup de pluie après, s'il y aura beaucoup de chaleur, s'il y aura plus de maladie, ils s'en foutent de ça. Mais l'entrepreneuriat social a non pour but de venir diluer donc la mouvance qui vient de l'entrepreneuriat traditionnel. Donc, il est question ici à ce que notre pays ne néglige pas ce secteur. Parce que lorsqu'on risquerait d'ouvrir les yeux, à un moment donné, on trouvera qu'il n'y a plus rien. Parce qu'aujourd'hui, des sociétés d'exploitation forestière, ils finissent nos forêts. L'urbanisation ou le développement des villes fait en sorte qu'on n'a plus de jardins publics. On n'a plus des arbres pour vraiment avoir la respiration. Vous prenez justement ce pan-là, vraiment, je mets d'abord une touche pause à ce niveau pour que nous puissions peut-être mettre un point d'honneur. Vous avez parlé des sociétés étrangères, certaines même également locales, qui détruisent nos forêts en longueur de journée. Ils coupent des arbres pour exporter. Il me semble que dans ce qu'on leur demande souvent de faire, c'est de faire gagner également les populations locales qui voient comme cela leur forêt s'évader. Mais presque toutes ne font absolument rien. Lorsqu'il est même arrivé que ces personnes puissent poser quelques actes, quelqu'un vient et comment ils appellent ça, ils mettent sur pied une bonne fontaine. Qui coûte en moins d'1 million. Entre-temps, lui, il a pris peut-être au moins 10 milliards. Oui. Alors, pourquoi le gouvernement laisse faire? Non, c'est même pas que le gouvernement laisse faire, ça n'arrive même pas à leur niveau. Pour prendre les terres, vous avez parlé d'un sujet ici sur les terres, quelqu'un vient, il occupe 300 hectares. Mais dès que tu vois le sous-préfet, tu vois le chef du village, tu vois les propriétaires terriens, les enveloppes descendent aussi de la même manière, tu fais ton travail. C'est terminé. C'est terminé. Donc, et c'est ça le problème des entrepreneurs sociaux. Il faut que ce soit dans les entrepreneurs sociaux parce que le but des associations, c'est de soutenir le travail acharné du gouvernement. C'est-à-dire ceux dont le gouvernement ne peut pas voir, les entrepreneurs sociaux qui ont des associations et autres peuvent le percevoir et leur rappeler que, messieurs, voici un village ici qu'on est en train de débroussailler. Les sociétés pollueurs ont l'obligation de verser des grosses sommes d'argent pour que l'État puisse accompagner des populations qui vivent en précarité de pouvoir... À un moment même, vous voyez, Zler Gromier arrive à trouver même une route qui était moyennement acceptable. Mais après leur exploitation forestière, la route est dans un état calamiteux et ils s'en vont. Oui, ils ne s'en vont pas. Ils ont déjà payé ce qu'on leur a demandé. Ah bon? Oui, ils ont déjà payé. Parce que regardez, les gens qui, je parle de ceux qui font l'exploitation forestière, ces gens font des routes en brousse. Ce n'est pas faire ce n'est pas améliorer les routes urbaines qu'ils ne vont pas faire. Si les gens sont capables de tracer 300 km en allant vers la brousse, en pleine forêt. Voilà, c'est pas pour dire qu'ils ne peuvent pas le faire dans la bonne route. C'est juste qu'ils ont déjà payé ce qu'on leur a demandé. Et ces personnes à qui ils ont payé ont fait ce qu'on fait habituellement avec cet argent. Mais sauf que les qui souffrent, c'est la population. Parce que lorsqu'il fait extrêmement chaud, ces gens qui ont reçu ces argents ont les climatisations chez eux. Jusqu'à dans leur voiture. Même dans les hôtels qu'ils mangent, il y a de la climatisation. Mais ce monsieur du village, lorsqu'on sait que la saison sèche doit peut-être faire 10 mois, les rayons, et qu'elle fait déjà 8 mois, cette personne n'a aucune sécurité et il est soumis à cela. C'est pourquoi ailleurs, les sociétés pollueurs versent des grosses sommes d'argent au gouvernement pour que le gouvernement puisse maintenant utiliser cet argent pour pouvoir servir la population à travers les isolations. Parfois, on a des populations en isolant, on a des populations en leur mettant des plaques solaires. C'est vrai que ça ne résout pas à 100% le problème, mais quelque part, tu te dis, s'il fait trop chaud et qu'on m'a mis une climatisation, on m'a mis un système sur le nucléaire PNEO à hauteur de centaines de mille par mois, ça signifie que je peux quand même supporter. Très bien. Alain Douk, entrepreneuriat social.
faut-il féliciter pour le cas du Cameroun ou alors il faut en pleurer? Non, 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 absolument pas. Est-ce qu'il y a un truc ici qu'on peut féliciter là chez nous? Oui, non. Je suis même pas... Vous ne connaissez aucun entrepreneur social digne de son nom au Cameroun? Non, j'en vois tellement de mauvais que je continue de chercher les bons. Parce que le Camerounais, il a une mentalité véritablement de caniveau. Il ne bon, peut-être le mot est fort. Non, c'est vrai. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de bonnes personnes chez nous. Mais je dis, c'est un problème de propension. C'est-à-dire que sur 100 Camerounais, 90, c'est... Non, mais c'est parce que ceux qui essayent de faire de l'entrepreneuriat social au Cameroun sont ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. Mais comme ils ne peuvent pas, comme ils n'ont pas les moyens pour le faire, ils essayent quand même. Mais ceux qui ont les moyens pour le faire, utilisent plutôt leurs moyens pour piller encore la société. Mais je connais de petites gens qui ont eu des idées brillantes, qui ont su que c'était un bon filon, un bon créneau dans lequel il fallait s'investir. Ils s'y ont investi. Et puis, ça marche, ils ont créé l'association, etc. Tout est nickel. Ils ont eu les autorisations de la préfecture et tout. Ils ont reçu les fonds. Moi, j'ai un ami au quartier qui m'expliquait, parce qu'il est dans une de ces associations. Et il me dit que lui-même, dans la ferme, il n'arrivait même plus à se faire payer comme collaborateur. Or, le monsieur recevait tout. Hein? Les millions d'euros qu'on envoyait d'Europe. Alors, au point où, finalement, le monsieur qui ne veut même pas bien te payer, quand il fait des rapports au blanc là-bas, etc., à ces organisations, il dit qu'il te donne, toi parfait, je sais pas moi, un salaire mensuel de 2 millions le mois. Or, dans les faits, tu sais que ce que tu émarges chez lui régulièrement, c'est quelque chose comme 150 000. Vous voyez ce genre de choses. Ou le SMIC. Sur la fin, quand il est coincé maintenant, quand les organisations, les bailleurs de fonds demandent des rapports et tout, il vient te voir, toi qui l'as roulé dans la farine comme ça. C'est toi qui as l'expertise. Puisque tu dois valider le blanc que tu attestes qu'effectivement, tu recevais un tel salaire, qu'il n'y a pas d'aéré, tout le monde a été équitablement et honnêtement traité. Et il vient maintenant, sur je ne sais pas combien de millions qu'il te doit, il prend une partie, là il prend encore 1 500 000, te donc gars, pardon, ne fais pas de vagues, signe que tu as reçu. Voilà, il y a un autre projet qui arrive. Il y a un autre projet qui arrive. Vraiment là-bas, c'est là où je vais bien tout de suite. Tu te fais la bière maintenant, tu te gagnes. Pierre Blériot, il y en a que à cette allure-là, c'est inquiétant pour l'avenir, pour ce qui est de l'entrepreneuriat social. Mais au-delà de toutes ces critiques, est-ce que nous devons quand même décourager ceux qui veulent se lancer dans ce domaine? Non, nous ne devons pas. Le problème aussi, c'est l'interventionnisme des fonctionnaires véreux. Ouais. Il y a des gens qui viennent avec des projets sérieux, qu'ils soient des Camerounais vivant au Cameroun ou vivant hors du Cameroun, des projets sociaux. Ben, ceux qui les découragent, c'est bien, c'est le fonctionnariat camerounais. Parce que le fonctionnaire camerounais, quand il est travaillé, on lui a dit qu'il aurait 200 000. Et évidemment, il ne serait pas riche. Seulement, chemin faisant, il a vu d'autres devenir riches. Il s'est donc dit que non, c'était juste une tournure. On savait qu'on pouvait devenir riche étant fonctionnaire. Il y en a qui tuent les projets sociaux au Cameroun. Oui. Si ces derniers ne peuvent pas leur profiter, il faut que on dit que la fraude corrompt tout. Le problème, c'est la mentalité. Est-ce que nous sommes prêts à libérer les énergies de ce pays pour que la société, ne serait-ce qu'au niveau basique, fonctionne? Nous avons accueilli un système capitaliste et nous l'avons ensauvagé à notre manière. L'ensauvagement du capitalisme au Cameroun et en Afrique étonne même les Occidentaux. Oui, parce qu'ils ont déjà beaucoup d'argent, ils disent que pour que ce peuple ne disparaisse pas, envoyez-leur quelque chose. Mais quand ça arrive chez nous, vous avez vu, on vous parlait du riz de Orcade récemment. Tout à fait. Ça, ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut mettre à la disposition des malades des produits de cette nature et les voir disparaître. Blériot, à une certaine époque, vous savez ce que moi j'avais dit concernant le riz de Orca. J'ai dit, bon, prenez même du riz, mais donnez-nous les sacs. Parce que les sacs là, ça nous aide sur un village. On peut mettre au macabo, on peut mettre au on ne pas vous même les sacs, nous, ils ont pris. Donc, c'est l'ensauvagement de notre économie qui explique toutes ces choses. L'ensauvagement économique qui explique donc toutes ces choses. Mais quel État prenne ses responsabilités? C'est lui nous allons prendre d'autres messages. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Mais quelques soucis, hein.
avec mon appareil dernière génération. Je repasse donc la parole à notre expert Joseph Zambo. Joseph Zambo, donnons quelques pistes de solutions pour que l'entrepreneuriat social revienne véritablement aux fondamentaux. Moi, j'ai toujours en image l'école catholique de l'époque. Moi, je n'avais pas eu à aller là-bas à l'école primaire, mais j'ai eu à faire l'école catholique au niveau du secondaire, notamment au collège Jean Tabi. Alors, au niveau du primaire, on donnait un franc symbolique pour que les enfants aillent à l'école. Je parle bien des écoles confessionnelles, des écoles confessionnelles catholiques. Mais maintenant, c'est devenu une affaire des riches. Excusez-moi d'insister, mais on avait toujours dit que c'était une affaire sociale. C'est le social. Il fallait aider les pauvres, les déshérités. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Alors, est-ce qu'il y a quelques pistes de solutions que nous pouvons donner pour que l'entrepreneuriat social revienne, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux fondamentaux? Bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup de pistes de solutions parce qu'il y a déjà des initiatives à applaudir. Moi, je vais prendre pour modèle ici, PAFA ici. Oui, pour l'entrepreneuriat social que vous prônez. Déjà, on sait tous que le programme Espace Miné, lorsque vous l'aviez créé, ce n'était pas pour qu'on ait une journée pour parler de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Vous avez dédié toute une journée à vos programmes majeurs pour pouvoir le définir. C'est déjà notre contribution. C'est ça l'entrepreneuriat social. Des personnes qui prennent sur elles. Je ne vais pas attendre que l'État mette des prédispositions. Je ne vais pas attendre que les bailleurs de fonds étrangers mettent de l'argent. Mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Vous avez confié une journée comme celle-ci, où on parle de l'entrepreneuriat, malgré que on n'est même pas suffisamment remercié pour ça. Parce qu'il y a des gens comme moi, comme Alain Douc, comme Blériot, on dépense de notre argent, on ne nous paye pas pour faire exactement ce partage de savoir gratuit qui, dans mon cabinet, coûte beaucoup d'argent, dans d'autres cabinets coûte beaucoup d'argent, mais ici on le donne gratuitement parce que vous avez eu l'ingénieuse idée d'accepter que le mardi soit comme ça. C'est ça l'entrepreneuriat social. Et c'est ça les pistes de solution. Parce qu'il y a des personnes au quartier qui ont eu un plus aujourd'hui, qui vont se lancer parce que vous avez permis cela. Donc il faut que d'autres personnes aussi ailleurs n'attendent pas qu'on leur dise qu'à partir d'aujourd'hui, du moment que vous allez aider, vous aurez telle somme. Aidez autant que vous pouvez. Entreprenez pour résoudre les problèmes de la société. Moi, j'étais au sud le week-end. C'est chaud au sud. Pourquoi? Parce que il y a des hommes en tenue, je ne vais pas citer leur corps, qui demandent des sommes d'argent énormes aux motomanes qui entrent dans des villages pour porter des commerçants qui nous amènent des vivres en ville et tout. Ils demandent jusqu'à 4500 la journée à un motoman. J'ai dit à un motoman, comment tu fais pour t'en sortir? Il me dit, je suis obligé de porter 5 personnes sur une moto. Parce que si je ne porte pas 5 personnes sur une moto, avec tout ce que cela comporte comme risque, il est obligé. Il me dit, il est obligé. J'ai dit, pourquoi tu es obligé? Il dit, gars, si je dois payer 4500 la journée pour pouvoir circuler, je ne suis pas sûr de faire 3 tours. Donc il faut du moins que le seul tour que j'ai, que je sois sûr de donner l'argent à ces policiers. Et après maintenant, je sais que je peux avoir un tour encore pour rentrer, payer le patron, le propriétaire de la moto, lui-même avoir son petit dû. Mais là, il faut que les associations se soulèvent. C'est l'association, ce but de soutenir aussi l'État. Il faut que les associations puissent dénoncer ces choses. Qu'on puisse, les mouvements des syndicats, je ne sais pas s'il y a les mouvements de syndicats qui peuvent soutenir cette cause. Moi, en tant qu'humanitaire, j'ai fait de mon mieux, mais je sais que ça va continuer. Donc, les solutions, c'est qu'il faut qu'on continue de dénoncer, qu'on continue de faire, qu'on essaie de faire à notre niveau. On a des conférences qu'on va faire. Tout à fait. On a des formations comme celle-ci qu'on continue de faire, qu'on pousse au maximum et on espère, on croise les doigts que ça va se multiplier des initiatives dans d'autres télévisions, dans d'autres radios, dans certaines presses où on va accepter qu'on partage des choses, des connaissances, des savoirs et c'est là qu'on crée de la valeur. Merci Joseph Zambo. Oui, Alain Douc. Parce que là, on insiste beaucoup sur la responsabilité des particuliers. C'est vrai, nous avons notre responsabilité. Je continue à taper
taper sur le rôle régalien de l'État, qui est la habite, le régulateur de tout. Et vous le savez, on l'a peut-être pas dit au cours de cette émission, mais au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises de l'économie, il y a économie sociale. Il y a cette dimension liée à l'entrepreneuriat social dans le ministère de M. Bassile Kintroa. Tout à fait. Donc, c'est que l'État prend conscience qu'il a un rôle à jouer et qu'il y a une dynamique qui peut possiblement être mise au niveau de l'économie sociale pour booster en réalité l'économie du pays. Que l'État continue, parce que le problème c'est que souvent sur le papier, nous avons de très belles idées. Hein? Mais au niveau de l'implémentation, on est toujours là à faillir. Que chacun prenne ses responsabilités, que chacun veille. Parce que gouverner, non seulement c'est prévoir, mais c'est aussi surtout contrôler. Parce que c'est ça. Hein? Toutes les dérives que nous ne font que dénoncer ici. Si l'État ne connaît pas ça, c'est un État failli. Parce que qui a l'information a le pouvoir. Et dès que vous avez l'information, vous prenez des mesures correctives qui démontrent qu'effectivement le pouvoir se trouve au niveau de l'État. Or, c'est là où le bas blesse. En tout cas, Alain, moi je pense que pour le mardi, il faut que le ministère en charge de l'entrepreneuriat au Cameroun, le ministère des PME et tout, qui soutiennent. Ah ben, nous n'allons pas forcer. Non, il le faut. Nous n'allons pas forcer. Non, nous on est obligés de dire qu'il le faut. Il faut absolument qu'ils soutiennent. Nous faisons un travail bénévole. C'est leur responsabilité d'encadrer l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. C'est leur responsabilité. Nous, on fait leur travail. Mais comme on ne veut pas avoir un conflit d'intérêt avec eux, on souhaite qu'ils nous soutiennent pour que nous tous on fasse ensemble ce travail, qu'on éduque la jeunesse, qu'ils soutiennent les conférences, qu'ils soutiennent cette émission, du moins celle-ci, pour qu'on puisse continuer de donner le savoir de l'entrepreneuriat. Et du côté de l'Est, c'est encore plus grave. Une population ou alors un peuple qui a tout, mais qui est dans l'une des misères. Qui est exsangue. Ouais. Le peuple de l'Est est un peuple qui subit les assauts de toute forme de banditisme. Dieu a béni ce peuple, mais voyez comment les gens vont. C'est d'abord le bois de l'Est qu'on a vidé, sans rien faire à l'Est. C'est l'une des régions les plus enclavées. Maintenant, la bénédiction, c'est d'autres matières premières comme l'or et ben, allez encore voir comment on est en train d'envahir et d'exploiter de manière sauvage. Autre message, on part du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto, et il y a tout ton panel, votre fidèle téléspectateur depuis Rouen. Ouais, mon pays. Perfecto, je suis très triste pour mon pays. Où sont les maisons de retraite? Pourquoi la CNPS n'investit pas massivement dans ce domaine? On n'est pas obligé de retourner au village, quand bien même que nos villages sont en métropole. Ouais. Autre message ce jour. Alors nous prenons celui-ci. Parfait ici, ne t'inquiète pas. Oh là là. Moi j'ai envie de prendre un message, mais quelqu'un m'envoie une image d'une jeune fille. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Dans quel état? Dans un état bizarre, habillé de manière très légère. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce genre d'image. Pendant que tu présentes Espace Mini. Certainement, l'objectif, c'est de me déconcentrer, mais peine perdue. Je suis très concentré. Et donc, je vais lire un message. J'ai une inquiétude. Ce sont les diplômes des années au CAPIET, certificat d'aptitude professionnelle, des instituteurs de l'enseignement technique 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ne sortent pas, alors que ceux des années 2021 jusqu'en 2023 sont déjà sortis. Or, nous avons tous payé 22 500 francs. Je souhaite par cette occasion vous présenter l'injustice dont nous sommes victimes afin de plaider pour notre cause par votre canal. C'est signé Yebga. Monsieur Yebga, j'espère que les autorités ont suivi et que quelque chose pourra vous arranger. Monsieur Parfait, ici, ne vous découragez surtout pas. Vous êtes victime des attaques de toutes parts, mais rassurez-vous, vous serez quelqu'un dans ce pays. Là, c'est dit. Alors, que le ciel vous entende. Bénédiction en live. Que le ciel vous entende. Pierre Blériot, Joseph Zambo, Alain Douk, nous le disions il y a quelques minutes, c'était une nuit d'enfer, encore en Sama, au lieu dit Sofavin, où l'entreprise Sofavin a pris feu. Voilà les images à l'écran
des images encore une fois de plus apocalyptiques. C'était grave. Pierre Blerugne, avec votre commentaire. Oui, mais nous n'allons pas penser que la zone Sam et Foulane est une zone maudite au Cameroun. Moi, je me pose la question si il y a véritablement déjà en Brésil qui a été domicile. Oui, mais vous savez que tous les grands feux que nous avons eus à Yaoundé se sont passés dans se rappelle encore du feu de la SCDP, toujours ensemble. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on veut ensemble? Non, honnêtement, c'est une zone industrielle. Hein. Sauf que l'industrie se trouve maintenant au milieu de la ville. Vous voyez le problème? Tout à fait. L'industrie s'est retrouvée au milieu de la ville. Avant, cette zone-là faisait partie des zones Maxi. Oui. Il faut le dire. La ville s'est agrandie, la ville s'agrandit. D'ailleurs, aujourd'hui, ça est presque le milieu de la ville de Yaoundé, parce que Yaoundé va beaucoup plus loin. Je crois que ces sociétés-là, on doit réfléchir, parce que les populations sont tout à côté. On doit réfléchir sur la possibilité de les excentrer du centre-ville, mais davantage également travailler sur les moyens de sécurité. L'accident le plus récent qui a eu lieu ici à Ifoulane, lui, il était du fait de la mauvaise qualité de la route. Où un camion citerne s'est renversé parce qu'il est encore, nous avons encore les débris. La route n'était pas bonne à cet endroit. Je crois que nous devons travailler à sécuriser nos populations. Une situation comme celle qui s'est produite hier aurait pu s'étendre bien au-delà de Sofavin et détruire les habitations. Il y a beaucoup d'habitations dans ce coin-là. Je crois que la sécurité en entreprise, la sécurité des entreprises, mais également, il faut excentrer les entreprises qui produisent des situations qui pourraient être dangereuses pour l'environnement. Il faut les mettre dans des zones réservées à l'industrialisation. Des zones reculées. Ouais. Alain Douk, nous le disons donc, Sam et Foulane, est-ce qu'il faudra baptiser ce quartier, le quartier du feu, à Yaoundé, en 2000, c'était en quelle année là? En 1998, nous avons connu l'incendie, la catastrophe d'un Sam. À une époque, il y avait même eu une messe écuménique à laquelle avait pris part le président de la République, son Excellence Paul Biya. L'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé de cette époque s'appelait Monseigneur Jean Zoa. C'est lui qui disait l'homélie. Et l'une des rares fois j'ai vu Jean Zoa en colère. Il n'a pas regardé que le chef d'État était assis. Hein. Vous savez ce que Jean Zoa avait dit? Les enfants qui sont morts ensemble, je le paraphrase, pour aller prendre du carburant. Ce qui s'est passé là, c'est la mort de la honte. C'est la mort de la misère. Et Paul Biya était assis. Et Jean Zoa l'a dit. Est-ce qu'il y a encore un évêque qui peut parler comme ça, Paul Biya assis? Non, pourquoi pas? En fait, c'est vrai que l'Église catholique nous apportait un certain nombre de délivrances à un moment donné. Quand le peuple ne pouvait pas parler, l'Église catholique parlait. L'Église donnait à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Elle donnait, dis-je. Aujourd'hui, elle a tout donné à César et plus rien à Dieu. L'indignation était légitime. Alain Douk. L'indignation était légitime. C'était une telle catastrophe. Il y avait le type de mort d'abord. Officiellement, on parle de 150 morts. C'est-à-dire que... Mais officieusement... Vous faites bien de dire officiellement. C'était effroyable. Alors, maintenant, nous parlons de Sofavin. Hein, ça, c'est bien sûr. Je pense que c'est un fait, hein, on pourrait le dire. Il y a un problème avec une SAM. Je pense que Blériot l'explique tout à l'heure. Voilà, c'est une zone industrielle, mais ces incendies à répétition quand même illustrent le talon d'Achille camerounais en matière de protection civile quand même. Il faut le dire. Il n'y a pas que la problématique des incendies, il y a les éboulements de terrain, saison de pluie, patati patata. On n'est jamais en avant-garde, on accuse toujours les coups. Est-ce qu'il faut dire, hein, Alain Douk, pour vous relancer, que à l'allure où vont les choses, que ce soit les accidents de la circulation, que ce soit des incendies, que ce soit des éboulements, je suis encore désolé d'interpeller encore l'ordre gouvernant, que cet ordre gouvernant doit prendre des mesures en toute urgence. Qu'est-ce que je mets dans mesure ici? D'abord, même des personnes formées pour pouvoir intervenir à
attend des spécialistes, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine d'éteindre le feu. Nous saluons déjà les sapeurs-pompiers. Ils se battent avec les moyens qu'ils ont pour faire quelque chose. Mais j'ai l'impression que de plus en plus au Cameroun, nous avons déjà trop de catastrophes. Il faudrait que le gouvernement puisse mettre sur pied des experts en la matière. Et justement, d'autant plus que gouverner, c'est prévoir. On connaît même pour certaines zones quels sont les risques encourus là-bas en matière de protection civile et des risques de catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? Certainement, le gouvernement va nous dire, ben, on dit aux gens constamment, il faut qu'ils quittent, il faut qu'ils quittent, mais ils s'obstinent, etc., etc. Vous connaissez cette espèce de concept appelé chez nous la tolérance administrative et tout. Mais à un moment donné, il faut donner force à la loi et être à même de sauver les gens, même parfois malgré eux. Donc, ceci dit, je me pose la question dans le cadre de cet incendie présent, est-ce que la charte de sécurité a été respectée? Parce que c'est ça, hein. Quand on manipule, quand on est dans une industrie... La société Sofavant, c'est cette société qui produit du vin rouge et des liqueurs au Cameroun. Voilà, société de fabrication. J'ai vu des soulas pleurer, hein. Que, oh Seigneur, que des casseroles, des bidons, des damigeannes de vin rouge à aller en fumée. Donc comme avec l'essence cette année-là, ils auraient bien voulu s'il y avait des bouteilles qui se cassent et des liquides. Je suis persuadé que Joseph Zambou a eu des soulas qui voulaient braver la fourre de feu pour aller ramasser quelques bidons de vin rouge. La liqueur. En tout cas, moi je pense que quand même pour la situation qui est arrivée, les entreprises comme Sofavin, c'est une entreprise qui tourne H24. Tout à fait. Je pense que ce soit au niveau des agréments, que ce soit au niveau du contrôle, c'est des entreprises où le gouvernement doit avoir un regard. Que ce soit les brasseries, que ce soit le Sofavin, c'est des machines qui ont des grosses machines qui tournent à tout moment. Et on disait encore que l'entrepreneuriat traditionnel là, vise un seul objectif, c'est gagner de l'argent. Donc, ce n'est pas peut-être de la faute du responsable parce que lui veut gagner de l'argent au point de pousser peut-être les machines plus qu'il en faut, mais il faut un service, un suivi de contrôle parce que le pays, quelque part, appartient à son gouvernement, mais l'entreprise t'appartient à toi. Mais tu es dans un territoire qui ne t'appartient pas. Donc je crois que le gouvernement doit mettre des mesures pour ces grandes entreprises. Leur responsabilité n'est pas seulement de payer les impôts. Ce n'est pas comme une entreprise à payer les impôts, à nous revoir la prochaine fois. Non. Vous avez payé les impôts, vous payez bien vos employés, vous gagnez votre argent, mais on doit avoir un regard. Il faut un contrôle à une bonne séquence pour vérifier est-ce que vos machines sont encore intactes, est-ce que ces machines peuvent encore travailler. Au-delà de savoir si les machines sont encore intactes, est-ce qu'il y a un système de sécurité, digne de ce nom, digne de ce nom en cas d'incendie dans ce genre d'usine au Cameroun? Quelles sont les mesures? Est-ce que ce système-là est révisé? Est-ce qu'il est révisé parce que les sapeurs-pompiers vont arriver? Mais avant qu'ils arrivent, qu'est-ce que vous aviez prévu si jamais il y a une situation qui se produit? Monsieur Nyemeka dit tout à l'heure... Mais à quel moment? Ils ont le carburant pour arriver? Monsieur Nyemeka dit tout à l'heure, il peut arriver que lorsque vous aviez mis en place vos activités entrepreneuriales, les conditions étaient propices, mais là, la ville a grandi. Est-ce que ces conditions sont encore propices? Parce que je pense quand même que pour des sociétés pollueurs, il y a une distance réglementaire pour des ménages. Est-ce que c'est encore respecté? Quand il y a incendie, c'est un schéma qui doit être vu en avance, que si jamais telle turbine ou telle machine doit exploser, quel peut être le rayon d'action? Je vais vous dire que au niveau justement de l'entreprise Sofavant, là l'entreprise est basée, en face de cette entreprise pratiquement à 4-5 mètres, il y a une station d'essence. Vous voyez? Vous voyez ça, hein? C'est une incongruité. Vous avez dit que, et à quelques mètres, il y a tout un quartier qui entoure les deux entreprises. Des entreprises pratiquement de feu, hein? Vous voyez? Mais leurs agréments sont renouvelés. Tout à fait. Leurs papiers sont renouvelés. Parfois même ils ont des lettres de félicitations de l'État. Voilà, ils ont même la non-redevance. Ils ne doivent rien, ils sont propres, ils sont purs. Et c'est un problème. Ça se moque de qui? En réalité, nous nous moquons de nous-mêmes parce que lui, il fait son job. Très bien. Il travaille son argent, il paye vos factures, il donne tout ce que vous voulez. C'est à vous de vous mettre en sécurité face à une situation comme celle-là.